Bertrand Carrois, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. On s'est connus à travers un grand ami Eric Mellet, je pense. Oui. Et depuis, donc, on était tous les deux sur du leadership et maintenant tous les deux sur des livres. Mais bon, dans tes mots à toi, Bertrand, qui es-tu? Qui suis-je? Je suis quelqu'un qui est, alors j'aime pas le mot de philosophe, parce que c'est devenu, maintenant un titre, soit un peu pompeux ou ça fait très professeur de philosophie, ce que je déteste, mais plutôt en revenant à l'étymologie, l'amoureux de la sagesse. Voilà, ça c'est quelque chose qui me guide depuis mon adolescence en fait. Mais j'aime vraiment la sagesse j'aspire sans j'y tends sans l'atteindre jamais, j'espère un jour. Voilà qui je suis et puis, quand on s'est connus effectivement, on travaillait tous les 2 sur des problématiques de leadership dans des grands groupes internationaux ou des entreprises, de taille, moyenne. Hem et le lien entre philosophie et entreprise, c'est alors non pas faire simplement un outil, de la philosophie, mais plutôt mettre un état d'esprit, faire prendre du recul, utiliser les instruments de la logique pour mieux, raisonner, apprendre à argumenter, à problématiser et donc à mieux décider. Hem Puis sans compter bien entendu toutes les problématiques éthiques, c'est-à-dire de l'ordre des anciennes vertus morales et de la nécessité pour un leader de les incarner, sous peine de verser dans une sorte de dictature ou de tyrannie, à petite échelle. Juste en parlant de l'éthique, est-ce que tu penses que le sujet de l'éthique a quand même pas mal changé depuis un certain temps ou est-ce que ça reste immuable, l'éthique qu'on devrait avoir? Alors pour moi, à partir du moment où l'éthique, si tu veux, elle est, on la définit comme, une sorte d'étude. Alors c'est une définition un peu médiévale, hein, sachant que moi mes études de philosophie, c'était surtout philosophie ancienne et médiévale. C'est l'étude de l'ordre que l'on introduit dans nos actes, propres, dans les actes de l'homme. Donc c'est l'homme qui est centré. Tant que l'homme, il est toujours le même, c'est qu'on n'a pas changé, hein, fondamentalement, on a toujours enfin, on est constitué, toujours de la même manière. On n'a pas changé dans nos aspirations profondes qui sont le bonheur, quelle que soit d'ailleurs l'acception que l'on met ou les réalités que l'on met sous ce mot. Donc on n'a pas changé et donc l'éthique ne change pas, puisque finalement, au fond, en introduisant un ordre, qui est celui de l'éthique, ce que l'on veut, c'est on veut être heureux. On veut tous être heureux. Alors bientôt peut-être qu'avec, l'intelligence artificielle et avec, tout ce qu'on nous promet comme, être humain augmenté, surdéveloppé, peut-être qu'il y aura quelque chose qui changera parce que entre les connexions neuronales et les bits, alors là je ne sais pas, là je je ne sais pas. Et justement, enfin, c'est pourquoi je pose la question, parce qu'entre le transhumanisme et des changements dans ce qu'on peut appeler le genre, de la sexualité qui est devenue beaucoup plus vaste dans le termes de choix, toujours sur un spectre. Il me semble qu'il y a des changements, enfin voulus, dans des choses préconçues, on va dire, parce que c'est comme ça qu'il le parle de ça comme étant préconçu, et donc tout est possiblement à changer. Enfin, si on prend tous les philosophes français qui ont démarré, selon moi, beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, notamment Lacan et Foucault et Derrida, on est sur des changements, dans des constructions de beaucoup de choses dans ce que est un humain. Alors oui, dans la perception qu'on en a, bah, c'est clair qu'on est une société, bah, et on en voit, tous les jours les fruits, c'est-à-dire d'une société aussi qui est sans repère, parce que quand tu déconstruis sans reconstruire, enfin, ça devient compliqué. Et puis, je dis, c'est surtout dans la déconstruction, dans la perception, parce que dans la réalité, encore une fois, l'homme des années, de 2020, il a les mêmes besoins de manger, de dormir, de se reproduire que l'homme des années, 1600, 1200 ou, moins 2000, avant notre ère. Donc, on est plus dans des représentations et le problème de fond, me semble-t-il, c'est justement l'approche du réel et la vérité. C'est la vérité en tant que, l'adéquation de notre intelligence à ce qui est vraiment.
Et en voulant, et donc tu as cité un certain nombre de philosophes, mais on pourrait même remonter encore plus loin, on va être les phénoménologues, et encore avant, bah, c'est Descartes qui a commencé à mettre en doute toutes nos perceptions. Mais du coup, on nous a empêché d'une certaine manière d'accéder à la vérité, en disant, bah non, de toute façon, la vérité, elle est multiple, ou en tout cas, ou elle n'existe pas, ou on ne peut jamais l'atteindre. Et du coup, cela nous a fait oui, nous ferme des portes ou des horizons. Alors, ou sinon une sorte de liberté folle, enfin, une liberté définalisée comme celle que promeut Sartre, mais, mais finalement qui ne mène nulle part. Enfin, on a besoin d'un chemin. Encore une fois, on est des hommes incarnés et on nous a fait croire, je pense, de nombreux philosophes, de nombreux penseurs, de sociologues aussi, nous ont fait croire que finalement on pouvait tout faire, tout inventer, ce qui est vrai potentiellement parce qu'on a cette intelligence illimitée. Et justement, mais sans morale, sans l'éthique, sans réflexion sur l'ordre que l'on a à mettre dans nos propres actes, eh bien, on se retrouve perdu et avec tous les symptômes d'abrutissement, de prise de cachet, de frénésie de cette société du spectacle qui essaie voilà, de nous distraire absolument pour éviter justement de repenser à cette finalité de l'homme et à cette finalité de notre liberté. Je crois beaucoup dans cette histoire de finalité comme étant une plus grande réalité qui existe, enfin, que la vie se termine. Et donc, dans un monde illimité, notamment quand on parle de cette intelligence artificielle qui promet d'aller jusqu'au bout de je ne sais pas quoi, enfin, comment est-ce qu'on peut atteindre de la sagesse si tout est illimité? Ben, les Grecs avaient déjà la réponse en disant l'illimité, c'est l'ubris, c'est la démesure. Comme Et l'infini. c'est grave parce qu'en fait, c'est se croire Dieu. Et c'est ce qui est très beau dans de- on veut échapper à notre finitude. Et pour échapper à notre finitude, on est prêt à n'importe quoi, en fait. Et là où les Grecs disaient, bah non, finalement, la médiété, c'est pas une médiocrité, c'est une excellence entre deux extrêmes. Et ça, bon, c'est le propos aristotélicien qui dit, voilà, bah, quand tu prends bah, les vertus du leadership, bah, le courageux, il y a deux extrêmes. Il y a celui qui est le pleutre, le lâche, qui va fuir devant tous les dangers. Alors bien sûr, c'est un vice, c'est pas bien, on peut pas être heureux avec ça. Mais de l'autre côté, il y a le téméraire, il y a celui qui, enfin, quoi qu'il arrive, il y va sans considérer justement enfin, comment dire, sans même, comment dire, éprouver de la peur. Le courageux, donc qui est au milieu de tout ça, entre ces deux extrêmes qui sont des vices, c'est de pouvoir modérer sa peur par rapport au danger pour parce que c'est le courageux, l'homme courageux, donc l'homme dans sa plénitude qui est courageux, il éprouve de la peur, mais il est capable de la surmonter. Voilà. Et je trouve que, bah, à travers cet exemple d'une vertu du courage ou de la force chez les Grecs, les anciens Grecs, eh bien, on a parfaitement ce qu'on un modèle qui peut être aussi applicable aujourd'hui entre bah, ces deux extrêmes, entre le retour aujourd'hui à une sorte d'état sauvage parce qu'on refuse tout progrès. Le progrès, c'est le mal, et on revient avec une bombe atomique qui nous tombe dessus, ça nous aidera à l'âge des cavernes. Et de l'autre côté, une sorte de transhumanisme où finalement c'est l'ordinateur, l'intelligence artificielle qui va régir toutes nos vies. Et ben voilà, voilà deux extrêmes. Et la médiété, l'excellence de la médiété, si Aristote revenait de notre temps, il se prendrait la tête, il dirait mais qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils en sont? Et ça serait justement de ne pas refuser l'outil en tant que tel. Alors, quoique pour l'intelligence artificielle, on pourra en reparler. Mais en tout cas, d'utiliser, oui, il y a du progrès et c'est bien. On n'a pas un obscurantisme en disant c'était mieux avant tout le temps. Donc, heureusement, on a la chance de vivre d'une manière extrêmement bonne, enfin, pour toi et moi en tout cas, en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, pour la plupart des gens. Euh, et donc ça c'est bien. Maintenant, c'est pas non plus faire n'importe quoi ou courir après des chimères technologiques ou qui nous promettent de travailler complètement à notre place ou réfléchir à notre place. C'est en ce sens-là que, pour moi, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est une sorte de crime contre l'humanité, tu vois. Hmm. Alors,
On va parler. Tu as publié au moins une tome de poèmes, ça je m'en souviens. Mais là, en octobre l'année dernière, tu as sorti l'abécédaire apocalyptique. Donc, pour moi d'abord, pourquoi en format abécédaire? Parce que en fait, c'est venu. J'ai écrit ce petit pamphlet, essai, je sais même pas comment le qualifier, enfin, en tout cas un abécédaire pour la forme. En écoutant des informations, je vais essayer de me replonger vraiment complètement dans les informations et de cette écoute est venue une sorte de cri, une sorte de révolte, disant c'est pas possible. Euh, on va dans le mur. Bon, et on le sait, enfin, ça fait plus de 150 ans qu'on est prévenu. On a des penseurs très intelligents. J'ai établi une liste d'une centaine de penseurs, philosophes, sociologues, qui nous avertissent, ou qui nous disent attention, la société industrielle telle qu'elle est, ou telle qu'elle, ces grandes tendances nous poussent à une sorte à lier à une sorte de capitalisme effréné ou un libéralisme complètement dépourvu de morale, euh, va nous mettre dans le chaos. Chaos social, chaos sociétal, planétaire, etc. Mais ça change pas. Enfin, on ne change absolument pas. Et donc devant c'est, qu'est-ce qu'il y a comme réaction possible de l'homme devant ce qu'il perçoit au quotidien, eh bien, c'est une sorte de colère, en fait. Enfin, chez moi, en tout cas, ça peut être de la tristesse aussi par rapport à ce qu'on a perdu, ouais, une sorte de passé idéalisé. Ça, je sais bien faire. J'aime beaucoup. Mais non, dans le quotidien, c'est vraiment une colère parce que on voit le danger et on veut lutter contre. Donc, il faut de l'énergie pour lutter contre ça. Et donc la forme de l'abécédaire, c'était la meilleure forme, me semble-t-il, pour que ces thématiques qui sont autant d'éléments qui composent ce paysage apocalyptique, au sens, on reviendra sur le titre du terme, de cette révélation, eh bien, puissent s'exprimer sans qu'il y ait une sorte d'essai très construit, intellectuel. Alors là, c'est plutôt des cris avec à chaque mot un cri, en fait, c'est ça avec de toute façon des liens, parce que chaque chapitre renvoie, quand on parle de la culture, bah, bien sûr on parle du pouvoir politique, quand on parle du pouvoir politique on parle de la guerre, quand on parle de la guerre. Donc ça tisse une sorte de toile, de réseau au travers de cet abécédaire et de ces 26 lettres. Donc, en fait, avec 26 lettres, tu as une limite imposée et un choix qui doit se faire pour chaque lettre. Et puis, autant tu vas bien cibler la technologie au total, enfin, tu le mets dans la ligne de mire, télévision, médias sociaux, le téléphone, machin. Mais j'aurais pensé pour la lettre P, tu aurais pu mettre pharmaceutique, pour mettre Oui. en ligne de mire une industrie en particulier contribue à cet apocalypse, en me semblant. Oui, alors je l'ai utilisé dans Virus, en fait, à propos du virus, où je renvoie effectivement au rôle des laboratoires pharmaceutiques. Alors oui, c'est vrai que le choix, on ne peut pas dire qu'il est arbitraire, il est venu comme ça, c'est pas forcément un choix réfléchi, c'est éjaculatoire, voilà, c'est arrivé comme ça. Et petit à petit, en fait, c'est en écrivant ces chapitres que m'est venue, si tu veux, cette toile globale, sans qu'il y ait forcément un point d'entrée ou un point de sortie. On peut commencer par la lettre C ou par la lettre Z, peu importe. Mais et on revient avec des thèmes qui composent encore une fois ce paysage on voit l'orage, on voit la tempête qui arrive. Enfin, en réalité, on est déjà dedans. C'est certain que le fait que l'alphabet va dans un seul sens est un format qui te contraint à travers l'A, B, C, D, faire une histoire en commençant par ce que tu as choisi pour A, pour B, pour C. Est-ce qu'il y avait une lettre qui t'a contrarié le plus dans tout ça? Ah bah, si, le cul, parce que en français, c'est pas très facile de trouver un mot commun qui puisse. Puis je n'ai pas non plus regardé dans le dictionnaire parce que je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'assez spontané dans sa Hmm. forme.
Et du coup, bah, est arrivé Canon pour le complotisme. J'ai Ouais. trouvé ça assez pertinent parce qu'on parle beaucoup de complotisme, des sphères complotisme, des platistes, etc. Voilà. Ouais, nous, en américain, on dit à QAnon. Oui, alors moi, tu sais, je le franchise. Et ben voilà. Non, juste pour dire, c'est parce que la première fois que je l'ai vu, je dis tiens. Et, mais alors, donc, Apocalypse, donc tu vois, c'est une vision, on va dire, négative aussi, donc, dans apocalyptique. Quel est ton point de vue là-dessus? Et quel est plus important que tout, je suppose, qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que être colérique, je le comprends complètement. En revanche, le fait est de constater les circonstances. Maintenant, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, tu peux le faire de point de vue si tu étais homme politique ou bien leader de grande entreprise ou juste leader de société. Oui, tu as parfaitement raison. Alors, apocalyptique, l'apocalypse, au sens religieux, enfin, tel qu'il est dans les textes, notamment dans la Bible, hein, c'est le terme de révélation. C'est-à-dire, et en fait, c'est finalisé par quelque chose de très positif. Puisque c'est pour que le nouveau monde, la régénération du monde se produise. Alors, il y a des temps troubles, bien entendu, mais l'Apocalypse marque justement la fin de ces temps troubles pour arriver à cette nouvelle ère, le paradis, l'éternité, enfin, comme on veut, qui est une ère uniquement positive. Donc c'est pour ça, et d'ailleurs mon livre, je crois, se termine par le mot d'espérance ou d'espoir, parce que c'est toujours hein, au bout du tunnel qu'on voit la lumière, au fond du puits qu'on on ne peut que remonter. Donc là, on est vraiment dans des temps très troublés. Et encore, il faut relativiser pour nous, tu vois, occidentaux, qui vivons dans des pays, enfin, avec pas de problème enfin voilà, on n'a pas pour l'instant encore de missiles qui nous tombent dessus ou de bombes qui quotidiennement peuvent nous blesser ou nous tuer. On a de quoi manger plutôt beaucoup plus qu'à notre Surtout faim. en Bourgogne. Et surtout moi, pour toi, tu as raison, et boire. Eh oui. Donc voilà, on n'a pas à se plaindre matériellement, mais on sent que les structures craquent de partout, de notre ordre, de ce qui fait notre société. Et ça, c'est préoccupant. À court terme, assez court terme, bah, on le voit aujourd'hui, enfin, à la suite par exemple des événements de la fête suite à la victoire là, du PSG. Le S Euh, de sport. voilà, il y a S de sport. Et donc, voilà, il y a des événements, enfin, on sent que ça craque de partout. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est pour le faire là, c'est quel futur. Nous, je ne sais pas si on vivra encore, enfin, on sera encore là pour voir le bout du bout. Mais en tout cas, pour nos enfants, ça, c'est quelque chose d'assez dramatique. Et donc, oui, et la question essentielle, c'est que faire? Parce que, encore une fois, les analyses, les réflexions très intelligentes pour décortiquer tout, il y en a des dizaines, des centaines. Et que faire et il faut agir, en fait. Et le problème de l'action, comme tu le dis, c'est l'action politique, c'est s'engager en politique. Et malheureusement, là encore, on est piégé d'une certaine manière, parce que le système fait, j'ai écrit des articles contre les partis, par exemple. Je ne suis pas le seul, encore une fois, je suis qu'un un lointain écho par exemple, Simone Veil a écrit un petit opuscule contre les partis politiques, Bernanos en traite dans La liberté pourquoi faire, que les partis nous obligent à finalement nous déshabiter de notre opinion pour essayer de rejoindre l'opinion tendance majoritaire. Et puis, c'est la libre porte aussi à la manipulation. Parce qu'à l'intérieur des partis, il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, etc. Et de toute façon, tout ça, c'est finalisé par le pouvoir. Donc, que faire? Que faire? Parce que la voie, comme tu le disais, habituelle, c'est d'entrer en politique. Or, on ne peut entrer en politique aujourd'hui qu'au travers des partis, sinon tu n'existes pas. Mais pour arriver à se faire entendre au travers des partis, il faut avaler tellement de couleuvres avoir tellement de coups tordus pour oser espérer se monter dans la hiérarchie que quand on y arrive, je crains qu'on soit, même si au départ on avait des intentions pures, singulièrement abîmé au niveau moral. Alors, encore une fois, il peut y avoir des exceptions. Moi, enfin, j'ai une, enfin, pour moi, le dernier grand homme politique, c'est De Gaulle, hein, tu vois. Je l'ai connu, je devais être tout petit, hein, mais dans ses écrits, dans sa stature, ce qu'il a voulu faire comme équilibre politique international, enfin, je trouve, voilà, c'est vraiment, alors c'est pas un saint, c'est pas quelqu'un, enfin,
Mais voilà, c'était vraiment quelqu'un qui incarnait l'homme politique avec un grand P. Voilà, majeur. Oui, en fait, ce que tu dis là sur bon, rentrer en politique avec des idéologies ou des idéals, je ne sais pas si c'est des idéals ou Des idéaux, ouais. mais le fait est que être politique, presque forcément corrompu, dans le sens où tu dois compromettre, en tout cas, ce que tu avais pour y arriver, et ensuite on te tient à des standards auxquels on ne se tient même pas nous-mêmes. C'est-à-dire, tu as dit pour De Gaulle, il n'était pas parfait. Ben, écoute, qui est parfait? Et l'idée même de vouloir la perfection, non seulement c'est une lueur, c'est pas réaliste. Et le problème que tu as cité au tout début, c'est qu'on ne peut pas supporter la réalité. Mm. Mais oui, oui, et c'est même dangereux, tu vois, ceux qui veulent être parfaits, la perfection, ce sont des hommes, enfin, ce sont des fanatiques, hein, et qui sont éminemment dangereux, parce que justement, ils sont dans les extrêmes, au lieu d'être dans de chercher la perfection, mais dans cette médiété, dans ce juste milieu, parce que l'homme, on est entre la boue de la terre et le ciel, on est à l'horizon, à ce plan d'intersection du matériel et du spirituel, on va dire ça comme ça, de l'esprit. Bah, avant de rentrer dans quelques questions pertinentes, surtout dans ton livre, ce que je voulais refléter aussi, c'est qu'au début, on a parlé de déconstructionnisme, tout ce qui est déconstruit, mais on ne sait pas comment on reconstruit. Or, dans l'Apocalypse, il y a la notion de détruire pour reconstruire. Enfin, c'est la créativité destructrice, quelque part. Et ça fait partie du changement. Alors, en tout ça, comment est-ce que tu vois quel type de piste on peut, à quoi on a à recourir en sortant de cette période apocalyptique? Et je voulais juste faire une parenthèse, ce qui va peut-être en rendre plus nuageux, mais j'ai écrit un papier peut-être de dizaines de pages en 93 et je l'ai donné le titre, je l'ai écrit en anglais bien sûr, The Apocalypse Soon, pour faire un peu différent du film Apocalypse Now. Mm. Et l'idée en 93 de ce papier était euh, une critique de la France. Et je prévoyais l'apocalypse de la France. Le problème, c'est que ça fait déjà une trentaine d'années que j'ai eu tort. Et donc, voilà, je mets ça donc comme nuage quelque part, c'est-à-dire, est-ce que la nuage, l'apocalypse, en fait, va y rester encore trentaine, cinquantaine, soixantaine, centaines d'années avant qu'on se reconstruit? Alors, enfin, le temps de l'histoire, enfin, de l'homme, enfin, tu sais, ça fait le réchauffement climatique qui a permis les conditions, avec l'optimum climatique là, qui a permis les conditions de l'émergence des civilisations. Je crois que c'est il y a à peu près 11 000 ans, hein. Les premières villes, c'est 7 000 ans avant notre ère. Et les grandes civilisations telles qu'on les connaît, c'est entre l'Égypte et la Mésopotamie, on est aux alentours de 3 000 ans, tu vois, donc avant notre ère. Donc, à l'échelle humaine, et l'homme de Néandertal, voilà, qui commençait, enfin, tu vois, enfin, on est à des dizaines, centaines de milliers d'années. Alors nous, ça nous paraît, quand tu dis bah, Apocalypse Soon en 93, bah, ça fait que même, ouais, 30 ans. Ouais. C'est Mais rien à enfin, l'échelle de l'homme. à l'époque, je m'en souvenais de Mhm. l'urgence que j'avais dans mon Mhm. papier. Mhm. Je me disais, punaise, on est proche là. Ça bouille, il y a de la fervence, il y a du côté très malheureux, malsain de la société, ce que je ressentais. Mais on est tenace, on est résilient. Oui, c'est ça. Il y a une formidable inertie de l'homme, en fait, parce que euh, on peut dater, enfin dater, encore une fois, depuis le milieu du 19e, et depuis l'industrialisation, énormément de penseurs, Élisée Reclus, Walter Benjamin, enfin, même Tocqueville, d'une certaine manière, avec la démocratie en Amérique et l'analyse de l'Ancien Régime, nous alertent sur... alors, ils n'employaient pas le mot d'apocalypse, mais sur les gros problèmes que nous allions rencontrer, nous, êtres humains, et singulièrement en Europe. Euh,
Peggy, en 1900, tu vois, il y a un petit livre là qui est sorti, alors, c'est Barbarie et pornographie, mais c'est pas le titre, c'est le vrai titre qui a été écrit en 1909, c'est à nos abonnés, à nos amis, à nos abonnés, en 1909, mais décrit une situation vraiment apocalyptique. Mais tu as l'impression que parfois, ce texte, attends, je vais essayer de trouver des choses là, voilà, dans cette barbarie, cette inculture croissante, dans ce désarroi des esprits et des mœurs, dans ce désastre de la culture, etc. De plus en plus d'année en année, et pour de longues années peut-être, le grand public s'abandonne et on l'abandonne. Le public est abandonné à toutes les bassesses, à la pornographie, non pas seulement la pornographie grossière, vulgaire, basse, à la pornographie du ruisseau, à la pornographie des foules et des masses, à la pornographie populaire, à la pornographie de la plèbe, dont nos moralistes professionnels mènent tant de bruit, qui serait encore la moins dangereuse de toutes et presque naturelle en un certain sens, mais à la pornographie censément élégante et sociable, mondaine, pornographie de salon, du coin de cheminée, la plus pernicieuse de toutes, avec de la frivolité, de la fatuité, de la légèreté, etc., la fausse élégance. Euh, il dit de tout ça, barbarie infiniment pire et plus dangereuse que l'obscénité même et de ce que sont devenues les mœurs politiques, parlementaires, électorales, de la corruption politique, il vaut mieux ne point parler. On est en 1909. 1909. Alors, le caractère prophétique de Peggy, c'est qu'il dit, bah, 1870, je parle pour la France, on est des vaincus, on est une génération sacrifiée, et alors moralement déjà, et 14-18, c'est le suicide de l'Europe. Pour moi, enfin, c'est vraiment l'Europe s'est suicidée là, avec toutes ses forces vives. Dans chaque famille française, il y a des grands-parents, arrière-grands-parents. Moi, j'ai des arrière-grands-parents qui sont allés, donc 90% de la France, je pense, était paysanne, agricole, hein. Je prends mon cas, mon arrière-grand-père maternel a quitté la ferme familiale pour aller se battre dans les tranchées, en ressortir à moitié éclopé. Et voilà, il y a eu l'ensemble des forces vives de notre pays, enfin des pays, la France, l'Allemagne et les autres, qui se sont vraiment sacrifiés, vraiment une sorte de sacrifice. Et là-dessus, on a eu la Deuxième Guerre mondiale donc là, on s'est suicidé et dans la Deuxième Guerre mondiale, on a plongé complètement et la mort, on survit moralement, de manière civilisationnelle, par une sorte de coma artificiel. Coma artificiel. Et alors les États-Unis nous ont bien entretenus avec, si je poursuis l'image, avec donc on est intubé de partout et grâce au fait aux Américains. Et puis c'est devenu, voilà, maintenant on est une sorte de cadavre en décomposition. On n'a plus de, les valeurs, entre guillemets, en tout cas les principes moraux, la conduite de la politique, etc. Enfin, tout ça fait que on est depuis, encore une fois, tu vois, depuis 1870 ou 1850, enfin 150 ans, on va dire, et on le sent chaque année d'une certaine manière davantage. Maintenant, on a l'espoir que on puisse s'en sortir. Comment, je ne sais pas. Et en tout cas, face à ça, chaque homme, chaque être humain dirait, OK, on est dans une situation, un cloaque, c'est vraiment le bazar complet, mais qu'est-ce que je vais faire? Et chaque être humain a quelque chose à faire. Alors, dans le contexte, bah, qu'est-ce que ça peut être ça pour certains, selon les talents, c'est bah oui, d'écrire, c'est de faire de la politique. En tout cas, on devrait tous, parce que on a la chance d'être en démocratie encore, même si cette démocratie est complètement faussée dans son jeu, et donc de faire entendre notre voix quand même, de pouvoir utiliser des leviers associatifs, représentatifs, pour essayer de faire bouger les choses. Maintenant, je connais beaucoup de personnes qui disent de toute façon, c'est fichu, et donc, bah, on fait rien, quoi. Alors moi, j'essaye de faire des choses. Toi aussi, voilà. En t'écoutant, Bertrand, j'avais envie d'évoquer deux livres. Un que tu as cité sans citer, c'est Le suicide de l'Europe, Le suicide Mhm. étrange de l'Europe, écrit par Douglas Murray, qui est un journaliste anglais qui a vraiment mis les points sur les i là-dessus. Et évidemment, il y a celui qui est écrit par le français, Éric Zemmour, Le suicide français. Et Mhm. en ça, il y a un côté, enfin, la fin de l'Europe et le fait que l'Europe et les bases sur lesquelles était faite l'Europe s'effondre et puis s'effondre. Et donc, on n'a plus de repères, on va dire, pour le côté.
chrétiens, nos de nos racines qui sont liées à la religion, notre religion, et des racines culturelles pour être dans un monde illimité avec toute culture acceptée, l'américanisme de Yankee dont tu écris pas mal, mais aussi plein d'autres cultures. Donc l'idée d'être une culture, un pays avec une espèce de spécificité au lieu d'être un espèce de gap, enfin la marque Gap qui permettait toutes les couleurs et on est Mmh. tous. À force d'être tout le monde, on est plus rien. Et puis, juste pour enfin, moi, l'angle que j'ai pour, en termes de solution, c'est de réhabiliter la conversation. Le salon, la conversation rugueuse où on peut se parler et on en fait un espèce de, comme on dit, psychological security, où on en fait un espace où on a droit de dire des choses, on a même droit de se fâcher, euh, tant qu'on reste respectueux dans la manière. Et c'est ça qui me semble manquant à la télévision. Enfin, j'ai toujours trouvé les tables rondes en France, en tout cas, irrespectueux. Et enfin, heureusement, il y a des podcasts d'ailleurs, enfin, le Nouvel Esprit Public, par exemple, qui permet d'avoir des plus longs discours et on ne s'interrompt pas et on écoute jusqu'à la fin et on rebondit sur ce que l'autre a dit au lieu de juste dire ce que j'ai envie de dire par rapport à, enfin, pour confronter l'autre. Parce que confrontation, ça égale aux vues, ça égale à l'opinion, ça égale à des tweets, mais ça n'égale pas à la démocratie proprement parlée. Mais tu as parfaitement raison. La conversation, il y a Theodore Zeldin qui a fait un petit bouquin qui s'appelait L'art de la conversation, qui était un petit bijou. Et, et c'est exactement ça dont on a besoin au quotidien. On ne sait plus parler. Alors, effectivement, le spectacle des médias montre des gens qui s'écharpillent, qui n'ont absolument aussi plus de culture, et qui en arrivent quasiment à la violence. Parce que le conflit, on peut être en conflit. Là, ce qu'il ne faut pas utiliser, c'est la violence, qu'elle soit verbale parce que c'est manque de respect de l'autre, ou carrément physique parce qu'on en est là maintenant. Et pourquoi on arrive aussi facilement comment dire, à la violence physique et verbale, c'est parce que souvent on n'a plus les mots, on n'a plus les moyens de. Je suis atterré de voir, par exemple, tu sais, as des études de sociologues qui montrent le nombre de mots utilisés ou de vocabulaire utilisé par des jeunes aujourd'hui. On a réussi, c'est cynique, à couper vraiment à faire des générations qui sont nées surtout après 2000, qui sont nées avec le smartphone, enfin, qui connaissent que ça en fait, hein, ils n'ont pas connu le monde d'avant. On en a fait et c'est de pire en pire, des gens vraiment décérébrés. Et c'est dramatique parce que, enfin, tu vois, avec les enfants, là, je jouais au baccalauréat. Tu sais, on prend une lettre, bah, tiens, ça lie avec l'abécédaire, et on doit trouver le nom d'un prénom, un animal qui commence par A, un métier qui commence par A, et puis il y a célébrité. Eh bien, dans les célébrités, et c'est là où je dis j'ai pris un coup, parce que bon, moi, je sortais mes Dickens, mes Beethoven, enfin, tout ce qui constitue ma culture occidentale, de vieille occidentale. Et les trois jeunes qui étaient avec moi n'ont sorti que des noms d'influenceurs, de youtubeurs, de rappeurs. Je dis, Norman. mais oui, oui, c'est normal, mais tu vois, il y a plus de. Autant, je pense que notre génération, on a un lien, tu vois, physique, charnel, culturel avec nos anciens. C'est-à-dire qu'on pouvait parler avec nos parents, avec nos grands-parents. On pouvait ne pas être d'accord pour des telles choses, mais on avait un socle commun. Le socle a disparu. Enfin, il me semble qu'il a disparu. Euh, il y a en discutant justement avec des jeunes d'une vingtaine d'années, disant, mais ce qui est fou, c'est que à vous, à votre temps, de votre temps, pour préparer, vous étiez obligé de lire des livres. Aujourd'hui, ils lisent plus de livres. Ils ont tous, enfin, des enfants, ils ont tous passé le bac. Aucun n'a, par exemple, enfin, je me dis pourtant, Dieu sait si j'ai poussé, lire un seul, enfin, livre de Balzac. Peut-être, Eh allez, ben, une ou deux qui a pu. Mais tu vois, alors que pour moi, ça constitue, bah, comme Dickens pour un Anglais, comme Goethe pour un Allemand. Non, il y a plus du tout. On a réussi à faire vraiment des barbares, au sens où il n'y a plus de passé, il n'y a plus de. Voilà.
ma femme est en train de dévorer l'ensemble de la collection de Balzac. Ouais, Elle la a comédie humaine, ouais, repris ouais. ça et elle Extraordinaire. est extraordinaire. Enfin, le côté moderne de sa compréhension de la société. Voilà, la psychologie des gens, le vice, parce que c'est pas forcément gay, hein, Balzac. Mais Mais la bon, vie, quand tu disais par rapport au bonheur au tout début, en fait, cette histoire de bonheur m'irrite souvent, car en fait, il faut être heureux, mais enfin, non, il faut savoir que la vie est difficile, remplie d'imperfections, de douleurs, de risques, de problèmes, et à la fin, la mort. Donc, trouver de la gaieté à l'intérieur de ça, absolument. Mais être qu'à la recherche de ça, ou dépend de ou en abstraction faisant abstraction de ces autres éléments, l'imperfection et les douleurs, machin, ben, écoute, ça, c'est pas la vie. On échappe la vie en faisant ça. oui, parce qu'en fait, on se fait du bonheur. C'est, tu sais, la définition du bonheur, quand on lit l'éthique à Nicomaque, notamment d'Aristote, et toutes les fausses définitions du bonheur. On pourrait, on est assez proche de celle du Sybarite, c'est-à-dire que on vit dans un monde de plaisir, on n'a pas de souffrance, et c'est piou les petits oiseaux, tu vois. Et c'est pas ça La le bonheur. décadence, Pas autrement du tout, dit. pas du Bon, tout. Puisque et c'est, ouais, c'est ça. Le bonheur, vraiment strictement, puisque c'est l'objet de l'éthique à Nicomaque, c'est de mettre en œuvre ses propres vertus pour lutter justement contre des choses, parce qu'il sait bien que déjà à l'époque, la vie n'était pas facile. Et donc être juste, et donc être prudent, et donc être courageux, et donc savoir se réfréner, ils appelaient ça tempérant, contre les plaisirs sensibles. alors je veux terminer, Bertrand, sur, des sujets plus terre à terre, on va dire, par rapport à parce que ton métier et le mien est souvent de confronter ou parler avec des leaders d'entreprises. Et dans ce monde-là, enfin, tu parles beaucoup de perte de repères et de perte de cohérence. Comment est-ce qu'un leader d'entreprise aujourd'hui, que ce soit grand ou moyen, moyenne taille, devrait s'y prendre pour ne pas être condamné pour ne pas être authentique ou condamné pour ne pas être suffisamment éthique ou ne pas bien faire suffisamment ou pas amener suffisamment de bonheur? Enfin, tu parles dans ton livre justement de la performance comme étant un espèce de lueur et joliment tu as parlé du gouvernant girouette à la Mm. boussole aimantée par la finance. J'ai adoré cette expression. Mm. Oui, Mais ben voilà, ça, le mot finance, c'est-à-dire que le monde financier, complètement décorrélé des réalités, a pris le pas sur tout le reste. La quantification massive et voilà, on va dans une course effrénée à la performance et au progrès matériel d'ailleurs. Tu remarqueras, c'est toujours le progrès matériel, c'est jamais le progrès spirituel, parce que le progrès spirituel, à mon avis, faut aller en par Asie. rapport à moins 2000 avant notre ère, on n'a pas bougé, hein. On est léger et on va peut-être revenir au monde des Visigoths où ils s'écharpaient les uns après les autres. Donc, euh, pour le leader, alors, c'est compliqué parce que ça dépend. Il faut choisir une entreprise dans laquelle il peut s'exprimer vraiment, ce qui n'est pas forcément évident quand on est avec les bidas toujours en ligne de mire, parce qu'on est en, comment dire, dans des procédures de rachat où il faut revendre l'entreprise, le LBO, avec le maximum de bénéfices. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire là? Rien. On peut humaniser les choses. Et c'est la raison pour laquelle, bah, moi, pendant des années, effectivement, j'ai travaillé même pour des entreprises où, a priori, ou certaines banques où, a priori, j'aurais pas voulu travailler. Mais j'ai fait en disant, bah, au moins, on humanise les choses. On essaie d'humaniser. Que les gens ils comprennent, que des managers, des leaders comprennent qu'en dessous d'eux, c'est pas simplement des abrutis, qu'il y a de l'intelligence, qu'il faut simplement laisser s'exprimer, pouvoir sans que ce soit une démocratie, bien entendu, mais que chacun a des bonnes idées et que surtout le respect de l'autre, et ça implique un certain nombre de choses. Mais moi je me suis aperçu que si les années 90, 2000, c'était un peu le Far West, ou c'était au sens positif du terme, c'était une sorte de liberté, il y avait plein d'initiatives. Depuis la crise de 2008, il y a un durcissement dans les entreprises terrible, avec une reprise en moins de KPIs, là, d'indicateurs financiers absolument très très contraignants. Et les leaders là-dessus, bah, il y a de moins en moins de manettes. Alors, on peut choisir effectivement je pense que c'est le choix de son entreprise.
Alors les jeunes le savent davantage. Ils préfèrent, par exemple, ils ne veulent pas travailler pour une entreprise qui ne correspond pas à leurs propres valeurs. Donc ça, c'est une chose plutôt positive puisque du coup, ça les met plus à même d'avoir une vie professionnelle en alignement, là où il pouvait y avoir une schizophrénie complète, pour les gens de notre génération notamment. Donc il y a ça et puis ensuite, bah, oui, moi j'ai toujours dit que enfin les vertus cardinales, les anciennes vertus cardinales pour un leader, c'est une source sans fin et de méditation et d'action. Donc le la prudence, par exemple, la prudence, l'acte prudent, la décision prudente, qu'est-ce que c'est? L'évaluation des circonstances, donc le rapport à la réalité et pas simplement uniquement des tableaux Excel qui qui dominent et qui essayent de mettre la réalité dans ces tableaux Excel. Avec la digitalisation, on est des exemples quotidiens qui devraient simplifier les choses, alors qu'en fait, ça ne fait que rendre plus compliqué encore ces choses-là, dans l'administration, la bureaucratie. Donc la prudence, l'acte prudentiel, le courage, dire les choses. C'est pas être copain avec tout le monde, on a peur de le manager, il devrait être courageux, on devrait avoir des cours de courage. Alors c'est pas des cours bien entendu, mais et c'est le problème de la formation et c'est pour ça que je quitte de plus en plus ce monde-là parce que entre, le système data enfin le Datadog et tout ce qui est, les OPCA pour être Calliope maintenant, qui ne correspond pas du tout à la réalité de l'être humain et puis la pression financière de l'opérationnel qui dit: «Bah, on peut pas dégager 2 heures, enfin, allez, on peut dégager 2 heures, mais certainement pas une journée, encore moins 6 jours pour former complètement, les managers à des aspects d'anthropologie et de psychologie humaine et d'éthique», eh bien, on est face à une sorte de mur, quoi, parce que la conjonction de cette administration fait que, bah, oui, un manager, ça se forme pas comme ça. Je dis, bah, vous voudriez avoir des hypnotiseurs, des gens qui vous hypnotisent et qui fassent exactement comme vous voudrez. Ça, c'est le rêve de tout DRH ou de directeur de la formation. Mais non, et Aristote parlait comme un sportif, on a l'analogie du sport, un sportif, il ne devient pas bon parce qu'il a reçu une formation de 2 heures hein, sur comment courir le 100 mètres. C'est parce qu'il s'entraîne tous les jours. Et il n'y a pas d'espace, on ne conçoit pas dans notre société l'éducation des managers, entre l'éducation au sens éducation bien sûr continue, de formation continue, sur cette base-là, en disant, ben non, il faut qu'ils pratiquent, qu'ils reviennent, pratiquent et aidés, accompagnés par des gens qui ont un peu plus de recul et qui permettent d'avoir un effet miroir par rapport à ça. Et avec un peu de théorie aussi, parce que derrière, c'est quelle est la vision de l'homme et de raccrocher tout ça pour qu'il y ait une vision cohérente. Mais non, on veut des gens qui sont fractalisés, qui sont exposés de partout, qui courent dans tous les sens, qui surtout ne réfléchissent pas. Et par contre, le critère uniquement financier, performance. C'est compliqué. J'ai envie de dire, si je réfléchis à mon côté sportif, car j'estime le sport étant un moyen extraordinaire d'éduquer son être, son corps, comment perdre et des choses comme ça. Euh, il faut savoir accepter l'ennui pour être très bon. C'est-à-dire, il faut faire 1000 coups de revers le long de la ligne au tennis ou je sais pas quoi, mon padel, voilà, Mmh. sans bandeja de suite. Et donc accepter l'ennui. Et ça me rappelle une autre histoire qui est la préparation des SEALs avant de faire buter Osama Bin Laden. Mmh. Et ils ont construit exactement le même endroit et ils ont fait des centaines d'exercices. Et on peut imaginer certaines personnes dire oh, pourquoi il faut faire ça encore? Eh bien, parce qu'on ne sait pas. Et perfectionner dans un monde chaotique, douteux, où on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui est la vie, c'est par la pratique qu'on y arrive. Et avoir cet ennui de dire, ah, une centième et une fois de refaire le truc, enfin, c'est comme ça qu'ils ont réussi leur mission, car en fait, les merdes se sont arrivées, enfin, l'hélicoptère a scratché, le deuxième n'a pas été par le haut, mais par le bas, enfin, tout a été différent. Mais grâce au fait ils ont fait ce travail ennuyeux de faire ça de jour au lendemain, enfin, chaque fois, c'est un peu, ça revient sur peut-être presque le besoin de robotiser Mmh. le, le, le travailleur. Et reprenant un mot qui est l'alignement,
mais l'aliénation au travail. On a beau vouloir être aligné, mais il y a une aliénation car en fait, plus personne n'est heureux, plus personne se sent satisfait dans son Mmh. travail. Et alors que tu parles, enfin, tu as une espèce de nostalgie, je pense, pour le temps du passé et le sens que le travail pouvait y apporter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un leader peut faire pour redonner du sens pour ses employés, même son board, qui ait enfin, une vie plus performante, peut-être en étant plus riche. Mmh. Alors, heu, pour les boards, je suis extrêmement sceptique parce que c'est un peu comme les partis politiques. Pour arriver à un board, il faut, avoir son chemin derrière soi pavé de sang, bien souvent, bien souvent. Pas toujours, mais bien souvent. Donc, et pour avoir animé, quelques séminaires de direction, l voilà, le pouvoir. Il y avait le pouvoir, la concupiscence, hem et donc les plaisirs, le pouvoir et la richesse qui sont les 3 mamelles sataniques, hein, les 3 démons. Hem, J'allais ajouter l'argent, donc bien oui, sûr. mais c'est ça, la richesse. Mammon, Asmodée, Belzébuth, hein, c'est les 3 créatures maléfiques. Et bon, donc et le board très clairement, est à la conjonction du pouvoir et de la richesse, hein. Et donc c'est très, très dur de pouvoir, et les seuls, j'ai réussi 1 ou 2 fois à essayer de, mais il faut que tout le monde soit unanime et rarement un board est unanime sur ces sujets-là. On peut avoir quelqu'un qui est une sorte de de président et de directeur général un peu éclairé, mais en dessous, il y a 2 3 qui poussent et qui sont pas, ils font d'accord de surface, mais ils sont pas du tout d'accord sur le fond. Donc pour le leader ou le manager, c'est de tenter d'humaniser les choses, simplement d'humaniser. Pour moi, c'est la seule chose, et d'essayer de lutter tant que faire se peut. Mais c'est compliqué parce que toute la société, quand je dis la société, l'organisation du travail est tournée vers la performance, est tournée pour donner un maximum aux actionnaires, un maximum. euh, et non pas que je suis contre un capitalisme ou contre le libéralisme, contre tous ces ismes-là, mais simplement, c'est pourquoi tout ça? Pourquoi? Et si c'est pour l'homme et pour qu'il y ait aussi une certaine justice sociale, hein, avec une répartition à minima pour pas qu'il y ait des gens qui soient multimilliardaires et puis des gens qui crèvent la faim dans un même pays, voire même dans un même quartier, comme ça se passe à Paris aujourd'hui. Oui, bien sûr qu'il y a des rééquilibrages, mais ça commence déjà par que chacun puisse faire autour de soi à sa petite mesure, dans ses sphères, et puis en essayant, enfin pas à sa petite mesure, à la mesure maximum de ce qu'il peut faire, à la Je plénitude voilà, et de s'épanouir soi-même, c'est-à-dire d'écouter ce qui peut. On a tous des potentialités, des richesses, et il faut les développer. Si on les développe pas, ou si on les développe à côté, ben on se force à développer selon un moule. Et c'est l'histoire des écoles de commerce, par exemple, ou des écoles d'ingénieurs qui forcent, mais on ne sait pas soi-même. On n'est pas, enfin, bref. Donc faire ça, déjà, c'est pas mal. Et puis sinon, c'est un retrait. C'est-à-dire le retrait de dire, bah, quand on peut, il y a un certain nombre de gens qui déjà disent: «Bah, voilà, moi j'ai connu plusieurs, ils ont une trentaine, fin de trentaine d'années, début de quarantaine d'années, qui, ont investi dans l'immobilier et qui simplement se retirent. Ils gèrent juste, l'immobilier. Ils ont des moyens relativement, ils ont pas besoin de gros moyens. Et ils arrêtent de travailler dans la société parce qu'ils disent: «De toute façon, moi, ça m'intéresse pas». Alors, voilà, c'est les 2 sujets, les 2 tendances que j'ai pu observer. Alors il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais en tout cas l'un qui dit: «Bah, voilà, je vais essayer de faire à ma petite mesure ce que je peux», et l'autre qui dit: «De toute façon, la situation est fichue et je veux pas contribuer encore à rallonger la durée de vie de ce système qui est de toute façon pourri, et je me retranche et je fais juste que vivre». Voilà. mmh, j'ai envie de rentrer dans un élément qui est cette espèce de unanimité dont tu as parlé. En revanche, je pense qu'on a quand même besoin d'avoir un manque d'uniformité dans ces moules dont tu parlais et que le gros problème, et ça, je pense que c'est vrai pour le pays tout comme pour les entreprises, les sociétés, c'est d'avoir une raison fondamentale dont tu as parlé, qui, qui allie.
les forces à l'intérieur, qui allient de, des différents points de vue, car ça fait la richesse. En revanche, et ça c'est le paradoxe, le grand paradoxe de tout ça, que ce soit pour le pays ou pour l'entreprise, il me semble qu'on devrait réhabiliter l'exclusivité que de parler que de l'inclusivité. Mmh. Enfin, car en fait, ce que je dis n'est pas politically acceptable, mais de dire qu'on aime tout le monde et veut tout le monde, c'est une niaiserie totale. Donc, l'exclusivité fait partie de notre être. On n'a pas plus de 130 personnes qu'on connaît bien, 5 amis. Donc, non, mais on n'a pas des milliers d'amis, on n'a pas des groupes, des centaines de grands amis. Donc, on est forcément dans une exclusivité. Ça va de même pour la personne qui gère une entreprise. Donc, je ne vais pas embaucher qui que ce soit. Et pour un pays, je ne devrais pas accepter qui que ce soit. Et donc, on devrait réhabiliter l'exclusivité autour d'une raison fondamentale. Oui, complètement. Bah, ça donne du sens, tu vois, c'est l'enracinement. Toujours bah, Simone Veil, qui a un magnifique livre là-dessus. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes tous des déracinés. Enfin, la plupart d'entre nous, on est des déracinés. Et c'est pas la condition humaine, c'est pas d'être déraciné. On est des êtres vivants, on a besoin de racines qui sont voilà, bien dans la terre. Et comme tu le dis, ces racines, et c'est toujours accepter sa finitude, et c'est d'accepter que, oui, 12 000 amis, relations, enfin, c'est pas que c'est n'importe quoi, mais on est sur une autre logique, c'est pas la logique humaine. La logique humaine, c'est, Aristote, on a deux, trois très bons amis, des amis intimes. On peut pas en avoir plus. Après, on a des amis, bonnes relations, et on peut connaître effectivement jusqu'à une centaine, 200 personnes, il n'y a pas de problème. Mais après, non, on est dans quelque chose de différent. Et on a besoin de retrouver, comme tu le dis, alors j'aime bien ce que tu dis là, comme exclusivité et l'eau d'inclusivité. Et on en a un besoin, ça fait partie comme l'art de la conversation, voilà, ce, ce- de revenir à l'exclusivité. C'est nécessaire pour nous, pour notre avenir, pour notre humanité. Ouais. Avec ces jolis mots, Bertrand, je te remercie Donc, chez moi. de partager avec moi. J'aime beaucoup tes références, j'ai noté plein. Tu vas m'aider tout à l'heure pour reconstruire des show notes avec des liens propres, mais surtout Mhm. pour les écouteurs qui nous ont suivis jusque-là. Comment est-ce que quelqu'un peut s'octroyer tes livres ou te contacter puis s'ils ont envie de t'avoir comme conseiller sur leur Alors, livre? pour les livres, bah, l'abécédaire, tu le trouves à la Fnac. Alors voilà, par exemple, tu vois, typiquement, je peux dire, bah oui, il est sur Amazon, il est à la Fnac.com, vous pouvez l'acheter. Mais le mieux, c'est d'aller voir son libraire, de faire vivre son libraire, son libraire de quartier, de la ville. Alors oui, les délais sont plus longs, c'est sûr Il qu'Amazon, faut même sortir de sa chaise, et il faut sortir de sa chaise, il faut lui marcher au donner l'ISBN, magasin, voilà, à etc. la... Donc voilà, ça, c'est pour le livre. Et pour l'aspect professionnel, bah, sur LinkedIn, j'ai un profil qui est à jour. Donc on peut me contacter par LinkedIn, oui, il n'y a pas de problème. Carrois, Merci. C-A-2-R-O-Y. Je mettrai évidemment dans les show notes. Avec cela, Bertrand, je te remercie beaucoup. C'est un plaisir. Et puis, qu'on arrivera à partager des mets et une bonne Bourgogne la prochaine fois. Tu es le bienvenu.